Ça enregistre. Michel, plaisir de te voir, de t'écouter. Salut, un plaisir aussi pour moi. Alors écoute, on vient de parler un petit peu en off, mais je souhaitais que l'on fasse ce petit entretien pour mes abonnés qui t'apprécient énormément et à qui tu manques et qui me demandent toujours si tu vas bien. Alors ça devient un mème sur Internet, un francophone aujourd'hui, mais tu m'as l'air en forme, tu vas bien et surtout, peut-être tu peux commenter où on en est par rapport au scénario que tu avais défini dans ton dernier livre, je crois, Voir Macron, et que tu commentais sur Internet dans des vidéos il y a quelques années. Et comment tu vois l'évolution de ces différents scénarios aujourd'hui avec ce chamboulement important qui nous arrive? Je pense que on est clairement dans des variantes qui sont plutôt des variantes de rupture sur le fond, puisque une des questions qu'on se posait en 2017, c'est est-ce qu'il va se passer quelque chose d'important entre 2017 et 2022? Donc, je crois qu'on peut dire quand même que la réponse est oui. Après, ce qui s'est passé, c'est un truc un peu bizarre, un peu difficile à décoder. Euh, Moi, j'ai l'impression que pour ceux qui ont lu le bouquin, là, on est en train d'osciller entre deux scénarios. Le scénario de la mort douce et le scénario de la grande spoliation. Et j'ai l'impression que ça va être un truc du genre la mort douce en allant de plus en plus vite vers la grande spoliation, c'est-à-dire une structure qui arrive quand même à peu près à se maintenir au niveau géopolitique et politique dans les années qui viennent. En tout cas, ça a l'air à peu près de tenir le choc. Alors, toutes les institutions, toutes les procédures multilatérales, tout ça est de plus en plus, comment dire, artificiel. On sent que il y a la façade, mais derrière, c'est pas trop ce qui reste de vraiment effectif. Mais enfin, la façade, en tout cas, a l'air de tenir bon pour l'instant. Donc, ça nous rapproche d'un scénario de la mort douce, c'est-à-dire d'une situation où les populations, en fait, n'ont pas vraiment la possibilité d'entrer en rupture, parce que c'est un petit peu le syndrome de la grenouille qui bout très lentement, tu vois, la température monte très lentement, donc la grenouille, elle saute jamais hors de la casserole. C'est un petit peu ça. Et puis en même temps, c'est aussi un petit peu le scénario de la grande spoliation, c'est-à-dire un scénario où là, il y a des ruptures sur le fond, parce que tout simplement, on atteint en quelque sorte des points de rupture sur la viabilité du système, en particulier dans le domaine de l'économie physique de production. Et donc, le système, ben, il a une solution pour lui éviter son collapsus. Il a une variable d'ajustement, c'est-à-dire c'est les classes moyennes occidentales, et il commence vraiment à les raboter très violemment. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, quoi. On est toujours dans la mort douce, mais en glissant de plus en plus nettement vers la grande spoliation. Après, à tout moment, ça peut aussi dérailler vers les scénarios de rupture géopolitique violente. Ça, c'est imprévisible à l'avance, hein. Euh, mais ça, vraiment, c'est un truc qu'on ne peut pas savoir, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir un incident de frontière qui dégénère entre la Pologne et la Biélorussie? Est-ce qu'il peut y avoir un incident naval qui dégénère entre la marine américaine et la marine chinoise en mer de Chine? Enfin, on n'en sait rien. Sinon, sauf ce type de scénario de déraillement brutal, voilà, la mort douce en glissant progressivement vers la grande spoliation. Bad news, quoi. Est-ce que oui, donc c'est probablement les deux scénarios les pires, puisque ce sont effectivement cette analogie, cette métaphore de la grenouille est probablement la pire, parce que par définition, c'est celle où la population se fait avoir et se laisse avoir petit à petit. D'ailleurs, la dernière fois où on avait parlé, on avait
enfin, j'avais émis l'hypothèse de révolte de plus en plus probable au fur et à mesure que les contraintes augmentent. Force est de constater, nous sommes en novembre 2021, que malgré ces contraintes, la population, en tout cas dans sa majorité, peut-être pas la très grande majorité, mais une majorité quand même, se soumet, obtempère, suit les différentes directives et accepte assez facilement des contraintes initiales que sont les passes, bien sûr assujettis à des vaccins, mais qui bientôt seront de plus en plus, car on voit des bornes apparaître un peu partout, qui seront de plus en plus omniprésents dans notre vie quotidienne. Pourquoi une telle inactivité et manque de réaction, selon toi? Je crois qu'en fait, on a des dirigeants qui font de la programmation neurolinguistique et qui appliquent la technique du pied dans la porte. Hein. C'est-à-dire que tu commences par obtenir une petite concession, puis après, la personne qui a fait la concession va rationaliser sa conduite. Donc, quand tu demanderas une concession un peu plus grande, maintenant que tu as déjà donné les 5 premières unités, pourquoi pas une 6e, pourquoi pas une 7e, pourquoi pas une 8e, je crois. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et je pense que si du jour au lendemain, dès le premier confinement, Macron avait mis en place tout ce qu'il a mis en place depuis en France, je pense que les réactions auraient été beaucoup plus vigoureuses. Ouais. Là, en avançant petit à petit. Et puis, il y a aussi le fait que la population, je pense que les gens, ils sont comme moi, c'est-à-dire, ils se disent aussi à un moment, tu ne peux pas savoir exactement de quoi il retourne. C'est-à-dire que, par exemple, on te dit que le vaccin réduit très fortement les cas graves. En fait, le fait d'avoir des gens qui sont vaccinés, ça diminue très fortement la probabilité pour qu'ils aient besoin de se faire hospitaliser s'ils attrapent le Covid. Si c'est le cas, c'est vrai que c'est une bonne idée de faire vacciner les gens. C'est-à-dire que à ce moment-là, les bénéfices des vaccins sont peut-être effectivement supérieurs aux risques. Et voilà. Parce qu'un vaccin, d'après ce que j'ai compris, c'est toujours un peu une balance avantage-inconvénient, quoi. Si tu veux, c'est le problème de la médecine. C'est pour ça que la médecine ne peut pas être un marché. Il y a une asymétrie radicale entre le prescripteur et l'acheteur. Tu as un médecin qui te dit voilà, nous pensons que la balance avantage-inconvénient penche très très nettement du côté des avantages. Ouais, comment tu vas le contredire? Difficile, hein? Alors ça inhibe aussi les capacités de réaction des gens, je pense, parce qu'on se dit c'est peut-être quelque chose de justifié. Après, la vraie question, à mon avis, ça va être les conséquences économiques de ce qui s'est fait depuis 18 mois, quoi, à peu près, que l'affaire elle a éclaté, même presque 2 ans maintenant. C'est que tout ça a coûté, alors là, pour le coup, on peut le dire, un pognon de dingue. Hein. Il va falloir à un moment décider ce qu'on fait avec ça, quoi. Donc apparemment, on va vers une phase d'inflation. Si c'est comme on peut le craindre, une inflation peu, voire pas du tout accompagnée au niveau des salaires pour beaucoup de catégories, là, tu commences vraiment à toucher les gens au portefeuille, parce que c'est pour ça aussi que les gens à ce stade n'ont pas réagi. C'est qu'en fait, le quoi qu'il en coûte macronien a fait que, si tu veux, énormément de gens ont été dédommagés. Donc, tu comprends, c'est une chose quand on te dit tu pourras plus travailler et t'es pas payé, et c'est une autre chose quand on te dit tu pourras plus travailler, mais on va compenser ta perte financière. Alors là, bon, seulement à un moment, cet argent, il va falloir le rembourser, ou en dévaluation, en perte de valeur du signe monétaire, ou en augmentation des impôts, ou en défaut partiel avec des conséquences lourdes sur l'épargne des gens. Enfin, il y a un moment, si tu veux, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il n'y a pas de miracle. Quand tu augmentes énormément la masse monétaire, quand tu fabriques en quelque sorte de l'argent, et que tu n'as pas d'accroissement de la production en contrepartie, tu vas avoir de l'inflation. Alors, si l'argent circule dans l'économie physique de production,
tu vas avoir une inflation qui va se produire au sens où l'INSEE chez nous calcule l'inflation, tu vois. Si l'argent ne circule pas, tu vas avoir ce qu'on appelle une inflation d'actifs. C'est un truc qui n'est pas calculé par l'INSEE. C'est-à-dire que l'argent va se mettre à tourner, mais à l'intérieur du monde des gens qui ont de l'épargne importante, et tu vas assister à une élévation artificielle des actifs. C'est ce qui se passe en ce moment dans les bourses. Parce que la vitesse de circulation de la monnaie n'a pas du tout augmenté, au contraire, dans l'économie physique de production, si tu veux. Donc, dans ces conditions-là, dans un premier temps, tu as une inflation d'actifs, tu n'as pas d'inflation sur les prix à la consommation. Mais maintenant, l'inflation sur les prix à la consommation va probablement arriver, via les matières premières en particulier, mais via aussi d'autres mécanismes, dont je te passe les détails. Et là, alors là, on va voir aussi comment les gens réagissent, tu vois, parce que bon, quand tu commences à les toucher au portefeuille, là, la grenouille, quelquefois, elle frémit. Donc c'est là qu'on va voir, à mon avis. Et dans ce scénario-là, qu'est-ce qui peut se passer? La soupape des élections, de manière générale, hein, pas seulement en France, mais le système qui fait, après avoir fait 14 pas en avant, fait peut-être un ou deux pas en arrière. Comment tu vois la réaction, ou alors le système se dit tant pis, on va réprimer à mort en prenant le risque que les corps constitués, au bout d'un moment, n'obéissent plus totalement. Enfin, ils ont l'air de bien obéir, hein, en ce moment. Comment tu verrais un scénario de rouspétage ou de révolte ces prochains mois suite à cette inflation? Alors, au niveau des élections, il faut savoir que là, on rentre petit à petit en campagne électorale en France. C'est lunaire, mais à un point extraordinaire, quoi. Je veux dire, tu as vraiment une impression de vacuité, honnêtement, mais quand tu es un citoyen français, tu peux plus t'intéresser à la politique intérieure de ton pays. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est tellement vide, tellement blabla. T'as des trucs extraordinaires, quoi. Extraordinaires. Je veux dire, là, nous, on a la candidature pour le Parti socialiste d'Anne Hidalgo. Bon, tu la connais probablement pas, parce que je pense pas qu'en Suisse, on connaisse Anne Hidalgo. C'est la maire de Paris. Donc, elle a réussi, si tu veux, à faire de Paris, qui était quand même au départ, a priori, une des plus belles villes du monde, un truc, t'as plus envie d'y aller, quoi. Je veux dire, c'est une poubelle. Alors, elle n'a pas fait ça toute seule, il faut quand même avouer, il y a plein de gens qui l'ont aidée. Mais bon, elle y a joué son rôle. Et cette gonzesse, qui a donc été réélue maire de Paris, mais en fait, elle a été réélue parce qu'il n'y avait rien en face d'elle. Il n'y avait rien. Tu veux, pour te situer le niveau de la politique française, elle a été réélue parce que le candidat de la République En Marche, Benjamin Griveaux, qui était un mec qui se la jouait très, je mets en avant ma vie de famille normale, etc. Il y a des images de lui qui sont sorties en train de se masturber sur Internet, sur un site de rencontre avec je sais plus quelle gonzesse. Voilà le niveau de la politique française, tu vois. Qu'est-ce que tu vas t'intéresser à ça? Non, Le 21e siècle. on laisse tomber, quoi. Je veux dire, ne me parlez plus de la politique française, je viens de manger, quoi. Donc, Tu veux qu'on parle de celle américaine? hein? Tu veux qu'on parle de la famille Biden et la politique américaine? Temps mort. C'est la même chose. Non, mais si tu veux, en tout cas, je sais pas, une réaction électorale. Oui, bon, les gens sont pas contents, alors ils vont voter B au lieu de voter A. La bande de crétins arrivistes, corrompus, qui va s'en mettre plein les fouilles, va peut-être changer, mais ça changera rien fondamentalement. Ça changera rien. Voilà, c'est tout. Franchement, tu as des mecs en France qui s'excitent parce qu'on a un journaliste qui s'appelle Éric Zemmour. Bon, c'est un type, si tu veux, il a acquis une certaine notoriété, comme on dit, en disant un peu tout haut ce que pas mal de gens pensent tout bas. En gros,
disant en gros qu'il fallait, enfin, des trucs qui, sous De Gaulle, auraient paru tellement élémentaires que personne n'aurait compris qu'il fallait les préciser, tu vois, du genre, il vaut mieux qu'un pays maîtrise ses flux migratoires, par exemple. Genre de truc qui aujourd'hui te fait passer pour un émule de Hitler. Ce qui, dans le cas de Zemmour, est très drôle parce qu'il est juif. Donc, mais bon, passons. Mais si tu veux, voilà, bon, le mec, il va faire 10, 15%, ça ne changera rien. De toute façon, tu as un corps électoral qui est tellement déséquilibré en faveur des générations âgées, au niveau des gens qui votent en tout cas, qu'il y a très très peu de chances pour qu'un événement électoral bouscule fondamentalement le système, parce que les vieux, ça vote pour mourir dans son lit et pour que les choses durent aussi longtemps qu'eux. Donc, Boomer Pride au programme, et je pense qu'au niveau électoral, il ne se passera rien de très sérieux. Après, effectivement, la question c'est est-ce que les mecs vont sortir les fourches dans certaines parties du pays si jamais vraiment il y a une nouvelle claque au niveau de vie. On a eu l'exemple des Gilets jaunes hein, fin 2018, c'était quand même pas rien. Hein, il y a eu, on estime, je crois, 2 millions de personnes en tout qui ont participé. Je ne parle pas des Gilets jaunes permanents qui se sont installés après, je parle du truc important qui s'est déroulé fin 2018. C'est sûr que si le même truc se reproduit à la suite d'une inflation importante et sur plus grande échelle, là, tu peux avoir un dérapage incontrôlé, quoi. Ça, c'est le scénario qui peut changer la donne, à mon avis. Mais je ne sais pas si ça va se produire, j'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal, tu vois. Je ne sais plus quel économiste utilisait cette image, que l'inflation, c'est un peu comme de la pâte dentifrice. Une fois qu'elle est sortie du tube, c'est très difficile de la remettre dedans. Et c'est vrai que d'un point de vue macroéconomique, une situation d'inflation, euh, augmenter les salaires pour compenser la perte de pouvoir d'achat, ça nourrit l'inflation d'autant plus. Et ce que l'on connaît et ce que l'on fait d'habitude, comme l'ont fait les États-Unis au tout début des années 80 avec Paul Volcker, c'est une forte augmentation des taux d'intérêt pour rendre plus coûteux l'argent et donc freiner cet argent qui circule et donc le retirer de l'économie pour qu'on ait un effet déflationnaire. Le problème, évidemment, c'est que des taux d'intérêt élevés, au-delà de 5, on peut imaginer, je crois qu'ils étaient montés jusqu'à 15-17% en 1981, eh bien, aurait comme effet de rendre cette dette colossale qui a été souscrite et créée par tous les États modernes, tous les États occidentaux en tout cas, la rendre prohibitive. Lorsqu'on a des dettes de plusieurs trilliards, lorsqu'on doit payer un 10% dessus, c'est tout le budget qui part pour les intérêts. Et donc, ça me paraît très difficile comme scénario. Est-ce que c'est dans ce scénario, est-ce que donc cette fameuse remise en place de l'économie qui est plus connue sous le nom de Grand Reset euh, pourrait être ce qu'il prépare? Et si c'est le cas, quelle forme ça pourrait prendre concrètement pour nous autres? Bah, l'augmentation massive des taux d'intérêt, j'y crois pas trop pour la raison que tu as dite. Hein. C'est-à-dire que tu fais un truc comme Volcker en 81, mais avec les taux d'endettement actuels, bah, il n'y a plus rien. Tout le monde est en cessation de paiement dans les 48 heures à peu près, quoi. Donc, ou alors il faudrait imaginer des mesures d'accompagnement qui me paraissent quand même très difficiles à mettre en place. Bon. Honnêtement, je serais surpris s'ils font ça. Après, ils peuvent le faire parce que tu sais jamais, mais ça, dans la situation actuelle, non. Je pense que le plus probable, c'est ils vont essayer de maîtriser l'inflation, c'est-à-dire d'éviter de basculer en hyperinflation, tout en, tout en essayant d'avoir en fait une phase de stagflation. On va peut-être voir une sorte de revival des années 70, quoi. Avec une inflation, tu vois, qui va peut-être de temps en temps monter à 2 chiffres. Peut-être pas, on sait. Tu sais, c'est difficile aussi parce que on n'est plus dans une économie pilotable. Tout est interconnecté avec tout à l'échelle globale. Donc,
tu peux avoir des effets, des boucles de rétroaction qui se déclenchent et qui font qu'une inflation, devenant une inflation, créant une sorte comment dire, d'une forme de réévaluation compétitive pour l'autre pays, l'autre partie prenante du commerce international, ça peut déclencher des phénomènes tout à fait de contrepoids, tu vois. Tu pars dans un sens, puis ensuite ça repart dans l'autre. Mais bon, le plus probable, à mon avis, c'est que les banques centrales vont essayer d'éviter les effets d'anticipation par les acteurs qui font que l'inflation se nourrit elle-même et qui peut déclencher l'hyperinflation. Mais en même temps, ils ne doivent pas être trop fâchés, si tu veux, s'ils traversent une période de plusieurs années avec une inflation qui, sans aller jusqu'à l'hyperinflation, devient significative. Parce que ça, mine de rien, petit à petit, ça réduit la dette d'une certaine façon. Mhm. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Honnêtement, je ne sais pas. Le plus probable, oui, c'est ils essayent de piloter à vue une sorte de stop and go. On appelait ça le stop and go dans les années 70. Tu vois, un pilotage à vue pour laisser le tube, le dentifrice sortir du tube, mais pas trop. Pas trop. Parce que justement, on sait que s'il commence à sortir trop et trop vite, après, on ne pourra plus le remettre. Donc, on le laisse sortir, mais à la bonne vitesse. Alors, quand ça sort un peu trop vite, oh, stop. Quand ça sort plus, ah, go. Voilà. Ils vont peut-être essayer de faire un truc comme ça. Sachant qu'en plus, ils devront le gérer avec des sociétés qui sont en train de craquer par toutes les coutures. À mon avis, il va y avoir de l'hyper-contrôle dans tous les sens. Parce que la seule façon de gérer un truc comme ça, c'est de tout mettre sous contrôle, quoi. Tu vas voir, tu vas avoir des caméras de sécurité partout. Ils vont commencer à essayer de fliquer au maximum. Ça serait logique. Alors, c'est logique de fliquer, néanmoins, la baguette de pain, il faut encore que le boulanger puisse pouvoir se permettre d'acheter de la farine et qu'il puisse gagner sa vie en la vendant. Et si pour gagner sa vie et pour payer la farine qui se renchérit, parce que le pétrole est plus cher, parce que la levure venant de Chine, je ne sais pas ce qui est. Bref, tu vois, dans les cycles complexes d'aujourd'hui, si tout se renchérit, si le seul prix auquel il peut être rentable ce mois-ci, c'est de vendre sa baguette 25 euros la baguette, et que les salaires n'ont augmenté que de 10%, tu vois le ratio, au bout d'un moment, tu vas pas pouvoir, soit tu vas pas plus pouvoir payer, acheter ta baguette, soit tu vas prendre d'assaut la boulangerie, caméra ou pas caméra. Ou soit le boulanger, il va dire, moi, à moins de 25 euros, même si l'État fixe le prix de la baguette à 1 euro, moi, si c'est à 1 euro, je ne la vends pas, j'arrête de bosser, j'arrête. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne en général lorsqu'on fixe les prix, c'est que les gens arrêtent de travailler s'ils ne sont pas rentables. Ou alors on collectivise tout et ça marche super bien, comme on l'a vu. Ouais, bah, tu sais, on va voir. Hein. En fait, moi, tu vois, je trouve que c'est rigolo. Ça fait un peu penser à la situation juste après la crise de 29. Pas vraiment, Mhm. parce que c'est pas tout à fait la même chose. Hein, je veux dire, bon, mais il y a quand même des trucs Mhm. comme ça. En fait, en 2008, c'était un peu 1929. Sauf que, comme ils ont appris à mieux gérer les choses depuis, grâce à différents économistes, ils ont réussi à nous maintenir tu vois, en une espèce de suspens. On est en suspension comme ça. Hop, on a passé octobre 29, on est arrivé en novembre 29 et depuis, hop, l'horloge est arrêtée en novembre 29. C'est assez curieux, c'est assez bizarre comme situation. Mais effectivement, la question après, c'est quand on entre dans les années 30, on va finir par rentrer pour de bon. Là, je veux dire, ça fait 10 ans qu'on est au seuil des années 30 et qu'on ne se décide pas à y entrer. Quand on entre dans les années 30, est-ce que le fait d'avoir des caméras de surveillance partout, des logiciels de reconnaissance faciale, bientôt sans doute la possibilité, en obligeant les gens à prendre leur smartphone pour badger partout, parce que sinon ils n'ont pas le bon pass et ils risquent de répandre la peste ou je sais pas quoi. Donc la possibilité de suivre tout le temps, tout le monde partout, d'écouter tout le monde partout. Est-ce que ça va permettre aux dirigeants du système global, qu'on va dire capitaliste pour simplifier, même si je ne sais même plus honnêtement si c'est un capitalisme aujourd'hui, j'arrive plus à le définir ce truc, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça va leur permettre
de stabiliser les choses sans avoir besoin de déclencher une troisième guerre mondiale et de mettre les gens dans des camps de concentration, parce qu'ils auront transformé la planète entière en camp de concentration cool. Bah, j'avais fait, il y a, peut-être en 2018, j'avais fait une espèce de conf à Genève, justement, chez toi, où je disais que, en fait, le scénario le plus probable, c'est qu'ils y arrivent. Qu'ils arrivent, tu vois. Mais curieusement, je ne sais pas moi-même pourquoi, c'est peut-être parce qu'il y a un scénario qui conduit au camp de concentration cool et 1000 scénarios qui conduisent au bordel intégral, même si le scénario le plus probable, c'est le camp de concentration cool, je ne peux pas m'empêcher de me dire, c'est une espèce d'intuition, à un moment, ça va partir en vrille et ça va être un bordel qui va faire passer la Seconde Guerre mondiale pour une querelle de bac à sable. Tu vois. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Voilà, tu me poses la Alors, question. Ça fait 10 ans que je dis la même chose, tu vois, je peux te répéter la même chose. C'est plus la peine de faire des vidéos, ce que j'avais à dire, je l'ai dit, tu vois. ouais. Alors, je te soumets un scénario que j'appelle la chance pour la France. Mais imagine dans un des territoires perdus de la République, on va dire ça comme ça, plusieurs jeunes, quelques jours après leur dernière piqûre, en train de jouer au foot ou en train de faire un peu de sport, dans leur parvis devant l'immeuble, tombent d'une crise cardiaque. La maman africaine et la maman algérienne hurlent au scandale, comme quoi on essaye de tuer. Ce sont les blancs patriarcaux de l'État qui sont racistes et qui veulent tuer la jeunesse euh, chérie de ces quartiers. Un imam du coin annonce que tous ces vaccins sont haram et que c'est une tentative de tuer les racisés. L'extrême gauche entre en jeu parce que c'est ce qu'elle sait faire et dire voilà, c'est pas bien, etc. Sauf que ça part en vrille et nous avons un 2005 puissance 2021. Est-ce que finalement c'est pas la chance d'une population, celle-là jeune et non pas âgée, qui, un peu par opportunisme, un peu par volonté de rapine, et puis aussi parce qu'il y a un ressenti comme ça de, d'un racisme, à mon avis, surtout imaginaire, mais enfin, est-ce que, voilà, ce scénario-là, il serait possible, malgré les caméras? Oui, possible, oui. Après, je ne peux pas en évaluer la probabilité, mais possible, oui. Les banlieues françaises, c'est de pire en pire, hein, apparemment. En tout cas, si on en juge par les bulles qui éclatent à la surface, il y a de plus en plus de bulles, elles sont de plus en plus grosses. Après, la probabilité pour que ça débouche sur un nouveau 2005, c'est difficile à calculer. Hein. Tu sais, on a très peu d'informations sur ce qui se passe vraiment, mais ça peut arriver, ça c'est sûr. Ça c'est possible. Qu'est-ce que ça donnerait À mon avis, pas grand-chose. Ça donnerait une petite chance peut-être à un mec comme Zemmour. Mais même comme ça, si tu veux, non, je pense que les banlieues, si tu veux, elles vivent leur vie dans leur coin. Il y a très très peu de chances de convergence entre des événements partant des banlieues avec une révolte de la France profonde. Parce que c'est des gens, ils se fréquentent pas, tout simplement. Ils se connaissent peu, ils se fréquentent pas. Ce qui explique d'ailleurs en partie la perception que comment dire, les racisés, comme on dit de nos jours, expression que je déteste, mais bon, on va l'employer, que les racisés peuvent avoir des Français dits de souche. Parce que dans leur esprit, souvent, les Français de souche, c'est les bobos parisiens, tu vois. Parce qu'en fait, c'est quand ils vont à Paris, c'est ceux-là qu'ils rencontrent. En fait, le mec qui habite en banlieue, tu vois, il habite à La Courneuve, à Aulnay-sous-Bois, à Grigny, dans ce genre de coin-là.
la France profonde de chez moi, au fin fond de la Basse-Normandie, il ne la connaît pas, il ne la fréquente pas, quoi. Il sait à peine qu'elle existe, je pense. Bon, il doit le savoir quand même, mais ça ne le regarde pas, il ne connaît pas. Donc, non, ton scénario est possible, mais je n'en attendrai pas comment dire, un résultat politique positif. J'en attendrai simplement une extension du bordel, a priori. D'accord. Alors, un autre scénario qui est celui que tu avais écrit avec un collectif de jeunes brillants auteurs, il y a pas loin de 20 ans, je pense, qui était ce scénario d'Eurocalypse. Ça a été écrit en 2008, donc c'était il y a 13 ans. 13 ans. Dans ce livre, je ne sais pas si on le trouve encore, mais en tout cas, c'était un livre très intéressant. Il y avait, enfin, vous aviez mentionné la fuite en avant dans des univers parallèles. Et lorsque j'entendais Facebook qui change de nom pour s'appeler Meta, et lorsque j'ai vu leurs vidéos surréalistes et complètement extraterrestres de présentation du projet, je n'ai pas pu m'empêcher à penser à ce livre. Est-ce que c'est une tentative pour finalement le futur chômeur sous inflation et qui est confiné chez lui, qui ne voit l'extérieur que par un type en cagoule qui lui apporte sa pizza le soir? C'est pas finalement une sorte de drogue numérique pour se perdre dans le virtuel et finalement être docile? Ouais, bah, je pense que ça se fait, hein. Ça se fait, ça joue un rôle certainement, hein. Moi, je connais des mecs, ils sont pratiquement, ils ont plus d'interaction avec le monde réel, hein, presque. Ils vivent sur Internet, tu vois, ils dorment 8 heures par nuit et ils sont sur Internet 15 heures par jour, quoi. Ça existe, hein. Et c'est sûr que ça peut être une façon de gérer le truc, c'est-à-dire que si tu n'as plus rien à donner en consommation réelle aux gens, tu peux leur donner, en quelque sorte, une forme de consommation virtuelle pour pas cher. Avant qu'on fasse avec quelques copains Eurocalypse, j'avais écrit un petit bouquin qui s'appelait De la souveraineté. Ça devait être en 2007, je crois. Et dans ce bouquin, j'imaginais le fier descendant des Gaulois de 2030, je crois, ou un truc comme ça. Et je disais en gros, voilà, le mec asservi en réalité complètement par une superstructure qu'il ne maîtrise pas, qui verrouille tout, mais voilà, nourri avec de la pizza surgelée industrielle et en train de jouer à des jeux vidéo à la con toute la journée, quoi. Et en fait, on est complètement en route vers ça. En fait, ce qui est marrant, quand tu as commis l'erreur fatale d'essayer de commencer à réfléchir un peu par toi-même, ce qui m'est arrivé vers 35 ans, c'est que quand tu reviens, à peu près 15 ans plus tard, tu dis alors voilà, donc quand j'ai décidé d'avaler la pilule rouge pour voir, et que j'ai réfléchi par moi-même il y a 15 ans, j'avais dit, bon, si tout se passe le plus mal possible, dans 15 ans, on sera à peu près là. Puis tu vois où tu es. Et tu dis, mais je suis presque exactement là où je pensais il y a 15 ans qu'on allait être si tout se passait le plus mal possible. Bon, ok. Bah, faut garder le moral, hein. C'est essentiel. Et justement, c'était la question qui allait venir, c'est comment on fait pour garder le moral? Alors écoute, il y a plusieurs solutions. Bon, il y a un mec qu'on a bien connu tous les deux qui avait cru trouver la solution dans la div bouteille. Comme tu le sais, ça n'a pas marché, visiblement. Euh, je pense que d'une façon générale, toutes les solutions qui reposent sur une forme d'addiction, c'est une catastrophe, y compris l'addiction à des jeux vidéo ou des conneries comme ça. Donc,
tu as ce que j'appelle la solution est-allemande. Il y a une vingtaine d'années, j'ai fréquenté assez longuement une personne qui se trouvait être née en Allemagne de l'Est et avoir vécu les 20 premières années de sa vie en Allemagne de l'Est. Et je lui avais demandé un peu de m'expliquer comment ça s'était passé. Et en fait, elle m'avait expliqué que la société est-allemande, c'était une société, un peu artificielle, tu vois, un peu, enfin, la Stasi, elle surveillait pas grand monde, en fait, hein. Elle pouvait pas. Mais tout le monde savait qu'à tout moment, il pouvait être surveillé par la Stasi. Donc, même si tu sais qu'il y a à tout casser 1% des gens qui sont surveillés par la Stasi à un moment donné, tu as 100% des gens qui savent qu'ils peuvent être surveillés. Donc, tout le monde, tu vois, se tient un peu à carreau, tu vois. Mais en fait, derrière ce faux semblant, tu avais 80% des gens, ouais, la construction du socialisme, ils n'étaient pas contre. Mais enfin, plus ça avançait, plus ils étaient sceptiques, tu vois. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se repliaient sur leur niche, tu vois. Un peu comme les animaux en hiver qui se replient sur leur terrier. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que beaucoup de Français sont en train de faire dans une société qui ressemble de plus en plus à une espèce de RDA post-capitaliste un peu bizarroïde. Les mecs, ils se replient, tu vois, sur leur terrier, sur leur famille, sur leurs copains, sur leur niche, leur petite niche personnelle. Et puis, dans cette petite niche, au moins, ils essayent de faire en sorte que les choses soient clean et que ça se passe bien, quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Mhm. Alors après, tu as une autre vision des choses, tu as une autre possibilité, c'est de dire, non mais j'en ai rien à foutre, moi de toute façon, je veux être vivant, je veux me sentir vivant, et donc à ce moment-là, tu bascules dans le trip militant. Donc ce qui t'explique, les mecs, j'en connais, hein, qui depuis des mois, vont toutes les semaines avec Philippot, ça commence à faire un truc, on dirait la révolution permanente version années 60, mais revisité de l'année 2020, tu vois. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est rigolo à voir. Ok, c'est aussi une façon de ne pas déprimer, tu vois. Ils se donnent l'impression de résister. Ok, bon. Mais je pense qu'en fait, c'est plus une forme de niche qu'autre chose, quoi. Je pense qu'eux-mêmes, ils n'y croient pas. Alors, tu parlais de la RDA, et au 19e siècle, je pense que tu connais ce phénomène, il y a eu notamment en Allemagne, suite aux révolutions de 1848 un peu ratées, euh, toute une jeunesse qui s'est sentie frustrée et qui, même dans la social-démocratie bismarckienne, qui ne pouvait pas exprimer des vraies revendications de liberté, puisque la liberté était bornée quand même, puisque c'était quand même sous le Kaiser, sous une sorte de social-démocratie, certes allemande, certes assez impérialiste, mais on ne pouvait pas trop la ramener. En France aussi, lorsque des radicaux ont voulu faire la commune, ça s'est quand même assez mal passé pour eux, Faut le etc. dire. Donc Faut là, le dire. oui, parce que bon, faut pas déconner non plus. Et donc, il y a eu en tout cas en Allemagne ce mouvement qui a été d'un côté chez les bourgeois très casaniers, qui je crois s'appelait le Bieder, il y a eu un phénomène comme ça où les gens restaient à la maison, fumaient leur pipe en lisant un livre, en lisant le dernier Kant ou le dernier. Enfin, il était mort un peu avant, mais en lisant, voilà, en faisant de la lecture de Goethe et autres, alors que leur épouse, après s'être occupée des enfants, faisait du macramé. Et on restait bien sage dans son petit chez-soi parce que de toute façon, on savait que la vie extérieure ne pouvait être que très conforme. Donc, Biedermeier, c'était le nom de ce mouvement. Et les jeunes qui ne pouvaient pas s'exprimer parce que la dernière fois, sur les barricades, ils se sont fait tirer dessus et enfoncer à la baïonnette par les Prussiens, je crois que ça a été général à peu près dans toute l'Europe, la révolution de 1848. Eh bien, se mettaient à voyager. On appelait ça les Wandervögel, les oiseaux voyageurs. Et, euh, et ça, évidemment, ça ressemble à ce que tu décris, mais c'était une Europe où, en Allemagne, il y avait des Allemands, en français, plus ou moins des Français, et il n'y avait pas, rien qu'en 5 ans sous Macron, 2 millions supplémentaires de désœuvrés venant des coins les plus miséreux du monde qui ont débarqué. 1 999 999 désœuvrés et le nouveau Montaigne.
D'accord. Ne l'oublie pas quand même. Mais c'est sûr qu'il va, Vas-y, faire, je il va nourrir t'interromps. beaucoup. Non, non, mais il va nourrir beaucoup de monde, ce nouveau Montaigne. Bref, ça, c'est quand même une grosse différence. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ouais. Bah, tu sais, tu peux pas projeter une époque directement sur une autre, même s'il y a des ressemblances. Tu sais, mon dada en ce moment, c'est les générations, puisque je travaille dessus. Et c'est vrai il y a des ressemblances assez curieuses, assez frappantes, euh, réellement, sans tomber dans les théories hyper interprétatives américaines sur des cycles Mhm. générationnels hyper réguliers. Il y a des ressemblances, c'est vrai. Euh, mais bon, après, les sociétés sont différentes. Ce qui est sûr, c'est que quand tu es dans une période comme la nôtre, qui est une période en fait où ça va mal, mais ça va pas assez mal pour que les gens soient obligés de se révolter. Et en plus, il n'y a pas vraiment de perspective alternative qui émerge. À chaque fois, tu vois les gens se replier un peu sur leur petit truc perso. Hein. Tu as eu la même chose, tu sais, dans un contexte très différent, les années 70, par exemple, en Europe. Alors évidemment, ça n'a rien à voir. Hein. Je veux dire, c'est une époque où ça va incomparablement moins mal qu'aujourd'hui, en fait. Même si, ok, les mecs, ils n'avaient pas de téléphone portable et de four à micro-ondes, mais pour le reste, je veux dire, ça allait incomparablement mieux qu'aujourd'hui. Mais il y a une petite ressemblance quand même, c'est que, si tu veux, les années 70, c'est une immense gueule de bois après les espérances un peu naïves des années 60, en gros. Mhm. Et tu as eu à ce moment-là, quand tu vois l'esthétique de l'époque, les films de l'époque, une sorte de petit repli sur la sphère privée, tu vois, c'est le cinéma de Claude Sautet. Moi, Ouais. j'ai tendance à penser que ce que tu évoques sur la réaction des Allemands après ces espèces de révolutions foireuses de 1848, réaction, je ne connaissais pas l'existence de ce mouvement, mais ça ne m'étonne pas, oui, ça a dû exister dans les années 1850, 1860, 1870, cette espèce de repli, tu vois, un petit peu Mhm. sur... ça me fait plus penser en fait aux années 70 chez nous. Parce que tu vois, c'est à la suite de l'échec d'une tentative de construction d'un avenir. Nous, on n'est pas dans l'échec de tentative d'une construction d'un avenir, on est juste dans la décapilotade intégrale. Donc, tu vois, l'époque à laquelle ça me ferait penser, nous, c'est plutôt, je te dis, en surplomb à l'entrée des années 30, en train d'essayer de se maintenir miraculeusement comme ça, en équilibre instable au bord des années 30, mais sans tomber dedans. Et sans moustachu, d'une Et part sans, ou d'une autre. et sans moustachu pour l'instant. Parce que Éric Zemmour, autant je l'apprécie en tant que personne, je l'ai rencontré, autant d'abord il n'a pas de moustache, mais il n'a pas, je pense, c'est un caractère fort, mais il n'est pas moustachu. Ah bah, ça, on peut essayer d'imaginer la gueule qu'auraient fait les moustachus des années 40 si on leur avait dit, bah, selon vos adversaires politiques d'aujourd'hui, voilà votre successeur. Je retourne dans ma tombe. Bon, ça fera une source d'énergie si on accroche une dynamo. En revanche, quand je dis surtout en fait, quand je plaisante en parlant de moustachu, c'est parce qu'on oublie toujours que le moustachu n'arrive pas au pouvoir par sa simple force de volonté, quoi qu'il en pensait à l'époque. Et je pense à plus que un, hein, j'en pense à plusieurs de moustachus, parce qu'il y en a eu du Portugal à la Chine. Hein. C'est un mouvement quand même vaste, celui des moustachus unis des années 30. Et c'est surtout que ces moustachus avaient quand même à leurs bottes et à leurs ordres des mini-armées très idéologisées et surtout, bah, du fait que c'était des vétérans de la Première Guerre mondiale, et des jeunes, tout à fait prêts à aller se castagner dans la rue et être prêts à mourir pour leurs idées. Et ça, nulle part, je ne le vois pas, sauf chez les salafistes, et encore. Et encore, c'est une toute petite minorité. Regarde les pyramides des âges. Hein. C'est ça? Regarde les pyramides des âges, c'est tout. Je veux dire, en Occident, c'est la force politique, comment dire, la génération structurante, même si elle n'est pas majoritaire à elle seule, mais elle est forcément structurante, vu son poids dans la société, vu son nombre, c'est encore les boomers. Bon.
à partir de 2030 à peu près, ça sera plus les boomers, ça sera nous. Parce que je sais pas quand t'es né, mais je pense que t'es né au début des années 70 ou un truc comme ça. Donc t'es un post-boomer, quoi. Génération X. Voilà, les Américains appellent ça la génération X. Bon, mais tout indique que, en tout cas en Europe, peut-être un peu moins aux États-Unis, c'est compliqué aux États-Unis, mais en Europe, tu vas avoir ce passage de témoin dans le rôle des mecs qui sont là pour mourir dans leur lit en faisant en sorte que surtout rien ne bouge, et que tout simplement les Gen Xers, comme on nous appelle européens, vont être les nouveaux boomers. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on est un peu moins nombreux. On est peu nombreux. On est peu nombreux. Alors ça va un peu changer la donne. Peut-être que les plus jeunes vont avoir l'opportunité de bouger un peu plus. Ah, dans 2030, les plus nombreux, ce seront des moins de 25 ans d'origine étrangère en Ouais. Occident. Latinos aux États-Unis et plutôt africains en Europe déjà. Enfin, C'est en pour Europe. ça que là les années 2030, il risque de se passer des choses. C'est-à-dire que la capacité qu'ont les boomers à tout verrouiller, il est probable que notre génération ne l'aura pas puisqu'on est moins nombreux et qu'il va y avoir une montée de cette jeunesse extra-européenne. Donc effectivement, je pense que nos pères générationnels, pour lesquels je n'ai honnêtement, je le dis franchement, aucune affection, et que je vois vraiment comme tout simplement des boomers qui ont eu la malchance de naître après la fin des boomers, ne vont avoir le même projet stérilisant que les boomers, simplement ils ne pourront pas le conduire à terme. Donc là, il peut se passer des trucs. Mais jusqu'en 2030, les boomers sont encore, à mon avis, structurants. Hein. En boomers plus post-boomers ralliés au consensus mou, tu as encore un bloc là. Donc effectivement, et tu sais, il n'y a pas que chez nous. Tu regardes la Chine avec les contre-coups de sa politique de l'enfant unique, bah, c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu pareil. Bon, le Japon, là, on n'en parle même pas. Donc en fait, tout l'hémisphère nord est pris dans un hiver démographique qui provoque l'apparition pour l'instant d'une espèce de société à métabolisme ralenti. Donc effectivement, on va basculer dans les années 30, mais c'est un autre contexte. C'est des années 30 avec caméras de surveillance dans tous les coins et sans Sturmabteilung, ou avec des Sturmabteilung qui ne seront pas la masse critique pour foutre en l'air le système. Donc, bon, bah, on va voir ce que ça va donner. Il faut le prendre comme une grande expérience sociopolitique, c'est tout. Comme l'hémisphère sud, c'est tous des ingénieurs, en 2040, on est dans les étoiles. Alors, tu parlais de ce repli sur soi-même, et c'est une question qui me taraude parce que, comme tu sais, je suis quelqu'un qui aime bien se remettre en question assez fréquemment, constamment. C'est le défaut de réfléchir par soi-même. Et je ne cesse de me poser la question si finalement l'approche, on n'a plus le droit de dire survivaliste depuis qu'ils sont en train de réfléchir à des lois contre. Alors on va nous appeler les collapsonautes, enfin des gens qui cherchent à développer leur autonomie, etc. Je me demande si c'est pas et je me pose souvent cette question, si c'est pas un repli sur soi qui est finalement inutile si à un moment, la gendarmerie au service du parti central vient confisquer ta terre, tes biens et ton travail, ou si, à partir de 2020, au 2030, pardon, justement, cette jeunesse d'ingénieurs et neurologues va se dire que finalement, c'est quand même sympa de venir prendre des trucs que tu as chez toi. Et donc, voilà, je me pose cette question. Ouais, mais j'ai pas dit que c'était une bonne idée, j'ai dit que c'était ce que les gens faisaient. Parce que pour l'instant, c'est peut-être pas une voie intelligente à suivre, mais finalement, c'est à peu près la seule qu'ils peuvent suivre. Ah, mais je suis d'accord que c'est un truc qui, à long terme, nous mène dans le bordel. Ce qu'il faudrait, c'est que des gens courageux, intelligents, lucides, capables de s'organiser, se structurent, aillent de l'avant, montrent le chemin, proposent quelque chose de constructif, quitte éventuellement à l'incuber dans un premier temps, dans une contre-société. Mais il y a même des mecs qui ont essayé ça il y a une dizaine d'années. Il y a même des mecs qui ont essayé, je ne sais plus comment ils s'appelaient.
Bon, au bout d'un ou 2 ans, on leur a mis dans les pattes un ou deux indicateurs, un ou deux provocateurs. Hein. Donc, ils ont commencé à dire, bon, ben, on va se calmer parce que sinon, on va se retrouver impliqué dans une stratégie de l'attention. D'accord? Et puis ensuite, ils ont été confrontés à l'implosion d'un certain nombre de leurs potes. Ils se sont aperçus qu'effectivement, ceux qui ne se repliaient pas sur leur niche basculaient carrément dans l'alcool. Et à la fin, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pouvaient rien faire. Hein, c'est arrivé à des mecs, ça. Je ne sais pas si Oui. tu vois de qui je parle, mais il y a des mecs à qui c'est arrivé. Mais il y a eu Tarnac aussi et ce genre Voilà. Bon, d'initiative. Oui. entre autres, voilà. Bon, donc la conclusion, c'est que tu ne peux pas le faire. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, ma foi, tu te replies sur ta niche, puis tu regardes autour en te disant, bon, bah, on verra bien. Hein. Peut-être que ça sera la Troisième Guerre mondiale, peut-être qu'il y a un char russe qui va venir m'écrabouiller, peut-être que le mur va tomber, et qu'un jour on va m'annoncer qu'en fait j'ai toujours voulu le rattachement à la RFA. Bon, bah, voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Comme un Allemand de l'Est dans les années 80. Voilà où on est. Et j'ai pas dit que c'était bien. Hein. Tu sais, les Allemands de l'Est dans les années 80, quand ils rêvaient à un avenir, c'est parce qu'ils ont eu. Hein. C'est parce qu'ils ont eu ça. Ils ont sans doute été contents de voir la Stasi mettre la clé sous la porte, parce que bon, ok, c'était bien, tu étais surveillé. Si tu faisais un accident domestique, l'agent de la Stasi prévenait les secours, c'était sympa. Enfin bon, à un moment, ça énerve quand même. Hein. Voilà, mais après, ils n'étaient pas pour autant volontaires pour se retrouver à faire les mecs du dessous dans la partouze de PD à l'intérieur de la RFA. Hein. Bon, bah, c'est ce qu'ils ont eu. Bon, bah, c'est ce qui va nous arriver aussi, mais on n'y peut rien. Et puis ils vont peut-être être rattachés à la Somalie, parce que la grande Allemagne doit passer par là peut-être. En tout cas, ça a l'air d'être le plan de certaines chancelières et de Alors, certaines boumeuses. ça y est, la Mannschaft commence à. On voit le réchauffement climatique, les Allemands sont de plus en plus bronzés. La Mannschaft commence à être bronzée. En fait, ils ont. Hein? Et c'est pour ça qu'elle ne gagnera plus. Oh, ben, ça dépend. Regarde, l'équipe de France, elle est bronzée, mais elle gagne. Pas toujours, mais quand même pas mal. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. J'aimerais te contredire, mais je ne peux pas. Tu as Ah oui, raison. c'est Zut. un fait. Ah Enfin, en non, même mais temps, personne. je ne regarde pas, je m'intéresse pas au Tu peux sport. Donc, penser ce que tu veux de Karim Benzema, c'est ça son nom, je ne sais ouais, pas. l'attaquant de l'équipe de France, là, celui qui est en procès à ce moment pour l'histoire de sextape où il a voulu faire chanter son pote ou un truc comme ça. Je ne connais plus le détail de l'histoire, C'est ouais, normal, ouais. mais c'est un super joueur. Ça, tu Je ne peux pas lui enlever ça. sais pas. Franchement, c'est pas exactement le mec que je prendrais comme meilleur ami, comme ami d'enfance d'adoption, tu vois, pour lui confier tous mes petits secrets. C'est clair. Mais c'est un super joueur. Tu peux pas lui enlever ça. Écoute, on aura au moins vu du beau football. Ah, bon, pas tout perdu. Très bien. Michel Drac, je te remercie beaucoup. C'est moi qui Et merci de m'avoir quels sont tes projets pour conclure? Est-ce que tu as des projets? Tu parlais d'un livre sur les générations. Est-ce que. J'ai des livres en préparation. Ils finiront par sortir, mais je suis pas pressé parce que je suis pas pressé, parce que j'ai pas de raison d'être pressé. Fondamentalement, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Tu vois. Maintenant, j'ai plus grand-chose de nouveau à dire. Donc, tant que j'ai pas des trucs vraiment nouveaux à dire et que j'ai pas fini le boulot que je fais actuellement, bah, tu vois, pourquoi faire, quoi. En tout cas, dépêche-toi parce que le papier s'est renchéri de 40% en 2021 pour l'instant. Donc, ils vont être chers, les livres qui vont sortir bientôt. Oh, ça sortira en PDF. Ça sortira en PDF, de toute façon. Comme plus personne n'aura les moyens de s'acheter des livres, il faudra publier qu'en PDF. C'est comme ça. On sera sous la menace des tempêtes solaires ou de Google qui efface les livres qui ne lui plaisent pas. Ou Amazon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Michel Drac, ça m'a fait très plaisir. Idem. Et à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.